présente deux portions. Ça, sur le plan anatomique. Une portion musculaire qui est antérieure, une portion membraneuse, plutôt une membrane, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de signe musculaire, et qui est postérieure. La deuxième partie du septum, c'est le septum atrioventriculaire. Faites attention ici, s'il vous plaît. Le septum atrioventriculaire, c'est-à-dire entre les oreillettes, une oreillette et un ventricule. Alors ce septum-là est court, les membraneux, et sépare l'oreillette droite du ventricule gauche. Et là, je vais vous montrer à quoi ça correspond, c'est cette partie-là. Vous voyez? C'est tout petit. Ça, c'est l'oreillette droite, c'est le ventricule droit, c'est la valve auriculo-ventriculaire droite, qu'on appelle valve tricuspide, et voilà le septum auriculo-ventriculaire. Vous voyez, c'est tout petit, hein, c'est pas grand. Hein, c'est une histoire de, je dirais, d'un diamètre 8 mm sur 8 mm. Donc c'est une petite partie qui, sur le plan anatomique, fait communiquer le ventricule gauche avec. Il ne fait pas communiquer, pardon, c'est un rapport, pas de communication, c'est un rapport. Donc sachez que le septum qui divise le cœur droit et le cœur gauche a une partie qui s'appelle le septum atrioventriculaire qui sépare l'oreillette droite du ventricule gauche. Alors si on revient sur cette diapositive, voilà l'oreillette droite. D'accord? Et voilà le ventricule gauche. D'accord? Donc si on suit le septum, là, ventricule gauche, et ça, c'est l'orifice sur le ventricule gauche, donc cette partie du septum va se situer à ce niveau-là. Donc c'est une petite partie du septum, d'accord, qui sépare le ventricule gauche et l'oreillette droite. Alors pourquoi c'est intéressant d'insister sur cette partie du septum? On va voir dans certaines situations congénitales, c'est une malformation, ce septum-là peut être absent. Si cette partie du septum est absente, ça veut dire quoi? Donc il va y avoir une communication entre le ventricule gauche et l'oreillette droite. Alors, si vous mettez ça dans son contexte, le ventricule gauche est une cavité, on va voir ça, qui va générer une pression très élevée. Quand vous mesurez votre pression artérielle, vous avez 120 mm de mercure sur 60 par exemple. Cette pression-là, 120 sur 60, elle est générée par la contraction du ventricule gauche. Si on prend la pression au niveau de l'oreillette gauche, on est aux alentours de combien? Vous avez une idée? Donc une idée, 4, 6 mm de mercure jusqu'à 10 maximum. Vous voyez la différence entre une partie du cœur qui va se contracter, qui va générer une pression qui va aller à 120, 130, et une cavité où la pression normalement aux alentours de 6 à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ce septum-là n'existe pas, l'oreillette droite va être inondée brutalement par une grande quantité de sang. Donc, sachez que ces petits détails-là ont de l'importance après. C'est extrêmement important de comprendre qu'il y a une cloison qui sépare le cœur droit et le cœur gauche. Il y a une partie interventriculaire, il y a une partie qu'on a appelée le septum atrioventriculaire qui sépare le ventricule gauche de l'oreillette droite, que cette petite partie qui, je disais, qui fait aux alentours de 8 à 10 mm,
cette petite partie peut être absente. Quand il est absent, ça peut engendrer des sérieux problèmes parce que ça sépare deux cavités, une cavité à haute pression et une cavité à basse pression. La troisième partie du septum ou de la cloison intracardiaque, c'est le septum interauriculaire. Le septum interauriculaire sépare les deux oreillers. Ce septum-là, il est mince et il est membraneux. On va essayer de voir si... Voilà, sur cette diapositive, nous avons réséqué la paroi de l'oreille droite. Donc on va voir ce septum-là, le septum interauriculaire. D'accord? Alors, vu de droite, il y a une dépression à ce niveau-là. Cette dépression-là, qui s'appelle la fosse ovale, fossa ovalis, et qui correspondait à une communication qui existait pendant la vie fœtale, qu'on appelle le truc de Boutal. Tout le monde avait ça. Tout le monde, pendant la vie fœtale, on avait cette communication, cette partie du septum qui était perméable. Donc, pendant la vie fœtale, tout le monde avait ça parce que c'était une nécessité de la circulation de l'embryon. L'embryon, dans le ventre, il prend l'oxygène à travers le cordon ombilical, le sang oxygéné, d'accord? Et pour que ce sang oxygéné passe, il arrive. Vous savez, on vous a enseigné l'embryologie, pas encore. Alors, je vais vous résumer la situation. Donc, chez l'embryon, le sang oxygéné vient à travers le cordon ombilical. Le cordon ombilical va aller vers la veine cave inférieure de l'embryon. C'est pas la peine, je vous donne les grandes lignes. Je ne vais pas citer les noms, parce que ça va. Le sang riche en oxygène pour l'embryon vient à travers le cordon ombilical. Il arrive à l'embryon par la veine cave inférieure de l'embryon, le fœtus. D'accord? Et à partir de la veine cave inférieure, c'est un sang qui est riche en oxygène, il va passer à travers la cilia, à travers la communication interauriculaire qui est une nécessité pendant la vie embryonnaire. On appelle ça le trou de Bottal, qui est une communication interauriculaire naturelle. Tout le monde a ça pendant la vie fœtale. Et même la veine cave inférieure, il a une valve, qu'on ne voit pas ici, qui fait que le sang de la veine cave inférieure est pendant la vie fœtale est dirigé vers le trou de Bottal. De telle manière à ce que le sang riche en oxygène qui vient de la maman va aller directement à travers cet orifice. Pourquoi? Pour qu'il passe par cet orifice. Il va passer où? L'oreille gauche, et à partir de l'oreille gauche, il va passer où? Et à partir de l'oreille gauche, il va passer où? Vers la haute, vers les autres. Donc, on avait besoin de cette communication interauriculaire pendant la vie fœtale, parce que c'est grâce à cette communication que le sang riche en oxygène qui vient du cordon ombilical va passer du cœur droit vers le cœur gauche et puis par la suite vers le reste de l'organisme. Après la naissance, le septum-là, ce trou-là va se fermer. D'accord? S'il persiste, on parle de communication interauriculaire. Est-ce que c'est clair? Donc, résumons-nous, s'il vous plaît. Le cœur est divisé en deux parties. Le cœur droit et le cœur gauche. Il est divisé par une cloison que nous avons appelée le septum. Le septum musculaire
interventriculaire, elle est formée de deux parties, le septum musculaire antérieur et le septum membraneux en postérieur, en arrière. Il y a une autre partie qu'on a appelée le septum atrioventriculaire. Elle n'est pas large, mais elle a son importance vient du fait qu'il sépare deux cavités qui ont un régime de pression totalement différent. Il sépare le ventricule gauche qui va générer une pression qui arrive jusqu'à 140-150 mm3, voire plus, et l'oreillette droite où la pression moyenne est de 6 mm3. Donc sur le plan anatomique, il est petit, mais sur le plan physiologique et hémodynamique, les conséquences ou l'importance de ce septum, c'est qu'il sépare ces deux cavités-là, et ces deux cavités-là, s'ils communiquent, c'est dangereux pour les patients parce qu'il y a une cavité à haute pression qui va communiquer avec une cavité à basse pression, donc le sang va passer vers la cavité à basse pression avec toutes les conséquences sur le bébé ou sur le patient. La troisième partie du septum, ou du cloison qui divise le cœur en deux parties, c'est le septum interauriculaire. Je dis que ce septum-là, si je le compare par rapport au septum interventriculaire, c'est un septum qui est mince, qui est membraneux. Il est en partie musculaire, il n'est pas totalement membraneux. Là, il y a des muscles, il y a une partie musculaire, mais il est membraneux, il est mince. Et sur la face droite, on constate, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dépression. Cette dépression-là correspond à un vestige du trou de Boutal et de la communication interoculaire qui existait pendant la vie fœtale. J'ai expliqué tout à l'heure l'importance de cette communication pendant la vie fœtale. J'ai mis une note clinique, lors du développement biologique du cœur, un défaut septal, un défaut, manque de développement du septum va donner ce qu'on appelle une communication. Et à l'étage auriculaire, ça s'appelle une communication interauriculaire. À l'étage ventriculaire, ça s'appelle une communication interventriculaire. Et entre le ventricule gauche et l'oreillette droite, ça s'appelle une communication atrio-ventriculaire. Voilà, donc nous avons maintenant divisé le cœur en deux par le septum. Maintenant, on va s'attaquer aux cavités proprement dites. Les cavités droites sont constituées par l'oreillette droite. L'oreillette droite a un grand axe qui est vertical. Elle est étendue entre les deux veines caves, supérieure et inférieure, et elle présente 6 parois. Donc, je disais que l'oreillette droite, donc c'est ça l'oreillette droite, il a un grand axe qui est vertical. Il est étendu entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Voilà la fosse ovale, cette dépression qu'on voit quand on ouvre l'oreillette droite, la fosse ovale. Et voilà l'orifice de la veine cave inférieure. Je vous ai dit qu'il y a une valve. Voilà ce qu'elle s'appelle la valve de Stachy. D'accord? Regardez, si vous voulez apprécier ça, cette valve de Stachy-là, elle dirige le sang qui vient de la veine cave inférieure vers cette partie-là, qui, pendant la vie fœtale, constitue le trou de Boutal ou la fosse ovale. La fosse ovale, c'est après, parce que c'est une fosse, c'est plus de communication. Avant, c'était un trou, une communication. Donc le sang de la veine cave, pendant la vie fœtale, était dirigé directement vers ce point. Par contre, le sang de la veine cave inférieure, regardez même l'axe un peu, la veine cave inférieure, le sang arrive, il n'y a pas de valvule ici, qui va le diriger vers. Donc c'est un sang qui va diriger vers l'oreiller, vers le ventricule droit. Donc ça c'est extraordinaire, pendant la vie fœtale, ça a beaucoup d'importance dans la vie fœtale parce que ce sang-là est un sang veineux, il est pauvre en oxygène, il
elle va aller vers le ventricule droit, puis elle va aller vers les poumons. Par contre, le sang chez le fœtus, le sang qui est riche en oxygène, a été dirigé par cette valvule d'Eustachi vers le trou de Bottal, par la suite vers l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc je disais que messieurs, vous avez terminé? Donc je disais que l'oreillette droite est un grand axe vertical, étendu entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Et on va décrire les différentes parois, on a dit qu'il a 6 parois. Alors, avant d'entamer les parois, on va regarder le prolongement. Là, c'est l'auricule droit. Cette partie-là. L'auricule droit a une paroi qui est trabiculée, il y a des trabiculations. Donc, on va décrire les parois de l'oreillette droite. La paroi interne constitue le septum interauriculaire. En bas et en arrière, elle présente une zone déprimée qu'on appelle la fosse ovale, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est la paroi interne. En bas et un peu en arrière, présente cette zone-là, une personne qu'on appelle la fosse ovale. Donc la paroi interne de l'oreillette droite est représentée par le septum interauriculaire. La paroi antérieure, alors, que vous essayez de réfléchir comme ça, vous n'allez pas faire un effort de mémoire qui est un peu. Qu'est-ce qu'on a dit en antérieur? Qu'est-ce qu'il y a en antérieur? Les ventricules. En arrière, il y a les oreillettes. Donc la paroi antérieure de l'oreillette va être constituée par quoi? La face antérieure de l'oreillette. C'est ce qui est en antérieur, c'est les ventricules. Donc c'est la communication entre les oreillettes et les ventricules. Et donc, la paroi antérieure est constituée par l'orifice auriculo-ventriculaire droit, qui est l'orifice tricuspide. Donc, la paroi antérieure de l'oreillette droite est constituée par l'orifice auriculo-ventriculaire droit, qui est occupé par la valve tricuspide. Donc, la face antérieure, c'est la valve tricuspide. La paroi externe est représentée par les musculaires, des muscles qu'on appelle les muscles pectinés. La paroi inférieure, l'orifice de la veine cave inférieure et le sinus coronaire. Et la paroi supérieure, la veine cave supérieure, et l'orifice de l'auricule droit. Et puis, une paroi postérieure. Voilà, je reviens sur la diapositive. La paroi antérieure, c'est l'orifice auriculo-ventriculaire droit, c'est la valve tricuspide. La paroi interne, c'est le septum interauriculaire avec la fosse ovale en bas et en arrière. La paroi antérieure, la paroi supérieure, c'est l'orifice de la veine cave supérieure et de l'auricule droit. La paroi inférieure, l'orifice de la veine cave inférieure, et c'est ça le sinus coronaire, opening of coronary sinus, l'ouverture du sinus coronaire. Alors le sinus coronaire, c'est quoi? C'est le retour veineux du cœur. Sinus coronaire, c'est une grande veine, d'accord? C'est une grande veine qui va drainer toutes les veines du cœur, qui va s'aboucher dans l'oreillette droite. Rappelez-vous que l'oreillette droite va drainer tout le sang veineux, tout le sang pauvre en oxygène va se collecter dans l'oreillette droite, y compris le sang veineux du cœur lui-même. Donc, le retour veineux du cœur, le cœur comme tout organe, il a une circulation artérielle, une circulation veineuse, dans tous les organes. Donc, on va voir ça dans la vasculation. Pour le moment, sachez que la paroi inférieure de l'oreillette droite, il y a 2 orifices. Il y a l'orifice de la veine cave inférieure, il y a l'orifice du sinus coronaire, ou ce qu'on appelle le sinus coronaire, qui est en fait la veine qui draine le sang
veineux du cœur. Elle est là. Donc ça, c'est l'ouverture, dans l'orifice de l'ouverture, opening of coronary sinus. C'est l'ouverture du sinus coronaire. Alors j'ai mis exprès cette année certaines diapositives avec des coupes avec des légendes en anglais. C'est exprès de l'orientation, parce que l'orientation, ça a de la faculté de vous initier un peu à la traduction des termes techniques en anglais. Donc ça, c'est en anglais, mais c'est voulu. Hein. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste là une paroi postérieure qui est là, qui n'est pas évidente. Et la paroi externe, c'est ça. La paroi externe, c'est la paroi on vous a enseigné déjà l'orientation du corps humain. Donc, tout ce qui est interne, ça va vers l'axe du corps. Tout ce qui est externe, c'est en dehors. Donc, la paroi, s'il vous plaît, silence. Donc l'oreille droite a une paroi externe, une paroi qui regarde en dehors de l'axe du corps et qui est représentée par ce muscle-là qu'on appelle le muscle qui est un muscle pectiné parce qu'il y a des trabéculations, on appelle ça le muscle pectiné, voilà, pectinate muscles. D'accord? Donc on a dit que s'il vous plaît, les 6 parois de l'oreillette droite, vous devez retenir ces différentes parois. J'ai longuement expliqué, je pense que c'est maintenant assez simple pour retenir, il ne faut pas les apprendre comme ça par cœur. En haut, il y a la veine cave qui va arriver, donc à la paroi postérieure, il y a l'orifice de la veine cave supérieure. En bas, il y a l'orifice de la veine cave inférieure avec le sinus coronaire. En avant, c'est la valve tricuspide. Vers l'extérieur, c'est le muscle pectiné. Et la paroi interne, c'est le septum. Et une paroi postérieure qui est musculaire. Donc, les différentes parois de l'oreille droite, c'est à retenir, c'est des choses qu'on pose à l'examen. C'est des questions de l'examen. Le ventricule droit. S'il vous plaît. Le ventricule droit a la forme d'une pyramide triangulaire. La forme d'une pyramide triangulaire. On va lui décrire une paroi antérieure qui est située, non, c'est un peu de la répétition, entre les sillons interventriculaires antérieurs et le sillon coronaire droit antérieur et le bord droit du cœur. Voilà le ventricule droit, le sillon interventriculaire, le bord droit du cœur et le sillon auriculo-ventriculaire droit. Donc, le ventricule droit, c'est la partie la plus exposée du cœur, parce que c'est la partie antérieure du cœur, c'est la partie la plus exposée. Je vous ai dit qu'il est en contact direct avec le sternum, avec les côtes, et c'est la partie la plus exposée dans la mesure, quand il y a un accident de la voie publique, un choc antérieur, c'est le ventricule droit qui est le plus touché. Quand il y a une agression par arme blanche, c'est le ventricule droit qui est le plus touché. Donc le ventricule droit est antérieur. En conséquence, elle est exposée. En conséquence, vous allez trouver dans les statistiques que, en termes de fréquence, dans les plaies cardiaques, dans les traumatismes du thorax, c'est le ventricule droit qui est le plus touché. Pourquoi? Parce que anatomiquement, le ventricule droit est antérieur et donc il est plus exposé. Donc, il a une paroi antérieure, il a une paroi également inférieure et une paroi septale correspond au septum interventriculaire. La paroi inférieure, c'est une paroi qui est diaphragmatique. Vous vous rappelez? Est-ce que je vais
utiliser notre classe. Donc la face inférieure du cœur, il y a le ventricule gauche, le partie du ventricule gauche et le ventricule droit également. S'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, voilà la base et les surfaces diaphragmatiques du cœur, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir un schéma légendaire en question d'examen. Faites attention, mon cher. Donc, s'il vous plaît, donc c'est la face, c'est la base et la face diaphragmatique du cœur. Et donc vous avez ici la face diaphragmatique du cœur est essentiellement représentée par le ventricule gauche. Vous avez ici le left ventricule, mais également le ventricule droit a une paroi inférieure. Ça c'est le ventricule droit. Ça c'est la face diaphragmatique. Donc, on voit le cœur d'en bas, une vue inférieure et postérieure. Donc la face inférieure elle est essentiellement constituée par le ventricule gauche et le ventricule droit, c'est le ventricule qu'on voit maintenant, a également une partie qui est diaphragmatique. Donc ça encore c'est postérieur, ça c'est antérieur, et à droite vous avez ça, ventricule supérieur, ventricule inférieur, oreille droite, ventricule droit. À gauche vous avez veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche. D'accord? Donc, le ventricule droit a une paroi antérieure, a une paroi inférieure et a une paroi septale qui correspond au septum interauriculaire. Alors, dans ce septum interventriculaire, il y a deux régions. Il y a une région postéro-inférieure qu'on appelle la chambre de remplissage et la région antéro-supérieure qu'on appelle la chambre de chasse. Alors ça veut dire quoi tout ça? Alors je pense que je vais faire un schéma ici. Donc, voilà schématiquement, s'il vous plaît, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, le sinus coronaire, la valve, le speed décollage, et voilà le ventricule droit. Voilà, donc ça, c'est la face ou la paroi septale. D'accord? Ça, c'est la paroi septale. Et dans cette paroi septale, nous avons deux parties. Une partie qui s'appelle la chambre de remplissage, cette partie-là.
C'est-à-dire que le sang, quand il arrive, de deux côtés, il va aller dans ce sens. Donc le ventricule gauche va se remplir à ce niveau-là. Quand le cœur va se contracter, le sang va passer à travers cette chambre-là, qu'on appelle la chambre de chasse. Chasser le sang, donc cette partie-là. Donc, le septum interventriculaire présente deux parties. La chambre de chasse et la chambre de remplissage. Alors, si on observe le ventricule droit, on va trouver qu'il y a des reliefs musculaires, et ces reliefs-là sont extrêmement importants, il faut les retenir, qu'on appelle des colonnes charnues, et qu'on a classées en trois ordres. Le premier ordre, ce qu'on appelle les piliers du cœur. Le deuxième ordre, c'est des colonnes charnues qui unissent la paroi, qui sont unies à la paroi ventriculaire. Le troisième ordre adhère à la paroi. Je vais vous expliquer ça. Voilà une paroi ventriculaire. Alors, par exemple, du ventricule droit. Le premier ordre, c'est ça. C'est un muscle, c'est une colonne charnue, un muscle comme ça. Il est attaché à la paroi grâce à une base qui va donner naissance à des cordages. On appelle ça colonne charnue du premier ordre. Quand cette pente musculaire, cette colonne charnue, réalise un pont, comme ça, il est attaché par au niveau de ses deux extrémités, à la paroi du muscle cardiaque. On appelle ça des colonnes charnues de deuxième ordre. Quand ces colonnes charnues sont totalement adhérents, voilà, à la paroi, comme ça, on appelle ça des colonnes charnues de troisième ordre. Alors, pourquoi c'est important de distinguer entre ces différents types de reliefs? En fait, c'est des reliefs intracardiaques. Pourquoi c'est intéressant de distinguer entre ces différents? Parce que le premier ordre, d'ailleurs, on l'a appelé un pilier. Un pilier, c'est quoi? Un pilier, comme dans les constructions, c'est la base, c'est quelque chose de solide. Donc, le pilier va donner naissance à d'autres éléments qu'on appelle les cordages qui vont essayer d'amarrer les valves cardiaques, d'accord, la paroi cardiaque. Alors, par ailleurs, la valve cardiaque sert à quoi? Vous savez à quoi sert une valve cardiaque? La valve cardiaque sert à empêcher le circuit inverse du sang. On a besoin que le sang circule dans une certaine direction. Je vous ai expliqué ça. Le sang veineux vient des deux veines caves, vers l'oreille droite, ventricule droit, artère pulmonaire. Donc on ne veut pas que le sang veineux fait le chemin inverse. On ne veut pas qu'il fait le chemin inverse. Artère pulmonaire, ventricule droit, oreille droite. On ne veut pas ça. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on a? On a un système de valve, de barrage, de porte. Donc la valve sert à éviter la circulation
sanguine dans le sens inverse. Et on va trouver même des valves dans les veines. On va voir ça, les veines du membre inférieur, notamment les veines superficielles du membre inférieur, sont munies de valves. C'est le même principe. Quand on est debout comme ça, quand on est debout, on entend, on a besoin, il y a le sang artériel qui va arriver jusqu'au orteil, et puis le sang va faire le chemin inverse. Le chemin inverse, vous imaginez, parce que là, le cœur, c'est une pompe, il pompe le sang, il va l'injecter dans un sens sous pression. Mais le retour, comment il va se faire? On n'a pas de pompe qui va pomper de l'extérieur. Donc c'est les muscles, c'est la contraction musculaire qui va écraser les veines pour faire passer le retour, mais aussi il y a un système de valvules, de valves dans les veines, et qui fait que quand le sang avance, il ne peut plus faire marche arrière parce qu'il y a un système de sécurité. C'est comme en dynamique, il y a un angle éclaté. Donc ça évite que le sang revienne dans le sens inverse. Je vais vous expliquer ça sur. Voilà une veine superficielle. Voilà une veine superficielle. Donc le sang, grâce à la contraction musculaire, le sang va avancer comme ça. Donc les valvules vont s'ouvrir. Et puis quand les valvules vont se fermer, le sang ne va pas pouvoir faire le chemin inverse. Donc c'est pareil pour le cœur. Le cœur également. Ces valves cardiaques vont permettre le passage, si on prend le côté droit du cœur, veine cave supérieure, oreillette droite, valve tricuspide, cordage, pilier, cordage et pilier. Donc, le sang, quand il va arriver là, il va passer ici. Et quand le ventricule droit se contracte pour éjecter le sang au niveau de l'artère pulmonaire, cette valve-là va se fermer et donc il va empêcher que le sang revienne dans le sens inverse. Vous avez compris le rôle des valves. Donc la valve sert à laisser passer le sang dans un seul sens. Il ne va pas pouvoir faire le chemin inverse. Il arrive dans certaines situations où les valves tombent malades et le sang peut faire le chemin inverse. À ce moment-là, on va dire que la valve est fuyante, il fuit, il y a une fuite. On appelle ça une insuffisance, avec l'adjectif de l'orifice en question. Si on dit une insuffisance tricuspidienne, c'est-à-dire que la valve tricuspide laisse fuir le sang dans le chemin inverse. Si on parle d'une insuffisance mitrale, c'est la valve mitrale qui laisse fuir le sang dans le sens inverse. Donc la valve cardiaque, ou les valves qu'on trouve dans les veines également, ont pour rôle d'éviter que le sang circule dans le sens inverse. Donc, les reliefs musculaires, on s'est écarté un peu du haut, mais juste pour expliquer le rôle des piliers, tout ça, on a débordé un peu, pour expliquer que quand on a parlé de colonne charnue et des piliers, les piliers, ça sert à donner naissance au cordage. Les cordages vont s'amarrer au niveau des valves,
et pour éviter effectivement que lors de l'ouverture donc on était en train de parler des colons charnus, on a dit il y a des colons charnus de premier ordre, de deuxième ordre, troisième ordre. Les colons charnus de premier ordre sont les plus intéressants, on les appelle également les piliers, d'accord? Ils vont donner naissance à des cordages. Ces cordages ont un rôle dans l'ouverture et la fermeture des valves. Voilà la relation entre le colon charnu premier ordre et les valves. Donc, par contre, les colons charnus de deuxième ordre ne donnent pas de cordage. Et le colon charnu de troisième ordre, c'est des reliefs musculaires qui sont totalement adhérents à la parole. Donc, pour vous distinguer quand on voit l'intérieur du ventricule gauche, vous allez trouver des reliefs. Donc parmi ces reliefs, parmi ces muscles-là, il y a les piliers qui vont donner naissance au cordage, c'est les plus importants. Donc voilà, sa diapositive, vous allez voir, c'est un peu plus clair. Et donc, vous avez ici des piliers, par exemple, voilà, qui vont donner naissance à des cordages, qui vont s'amarrer sur le bord libre, s'il vous plaît, sur le bord libre des valves. Là, c'est une colonne charnue de deuxième ordre, vous voyez qu'il réalise un pont au niveau du ventricule, par et d'autre. Par contre, ici, c'est des colonnes charnues de troisième ordre qui sont totalement, ce qu'on appelle les trabéculations. Donc, le sang qui arrive des deux veines caves va traverser l'orifice du cuspide pour aller au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, au moment de la relaxation, vous avez enseigné ça, la relaxation du cœur, la diastole, pas encore. Donc, on va parler de ça par la suite. Donc, le sang, quand il arrive à l'oreille droite, il va, au moment de la relaxation du ventricule, va passer au ventricule droit.